Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Gauthier Feld. Ça fait une dizaine d'années que je suis engagé dans les projets d'économie circulaire auprès de marques et d'enseignes un petit peu partout en Europe, de tout type de taille. Et plus récemment, j'ai eu le plaisir effectivement de lancer, de cofonder Circularix, qui est une entreprise qui accompagne les marques et les retailers sur le développement de projets circulaires. Dans le passé, j'ai eu la chance effectivement de participer au développement d'une entreprise qui s'appelle Recommerce, qui est devenue un des leaders européens du reconditionnement de produits tech. Aujourd'hui, Circularix est adossé à Recommerce. Et donc voilà, ça fait 10 ans en fait qu'on apprend de ce qui marche moins bien sur tous ces sujets circulaires, plus spécifiquement sur la seconde vie des produits, alors, le rachat, le reconditionnement et la revente des produits. Et donc Circularix s'appuie dans sa mission de conseil, s'appuie sur une expérience vécue, puisque tu l'as fait d'abord toi-même pour toi, au travers de Recommerce. Exactement. Recommerce, historiquement, opère des programmes de rachat de produits pour tous les grands opérateurs européens. Et chez Circularix, on s'est dit que tout le retail allait être percuté de plein fouet par cette tendance. Et donc, on a créé effectivement et un accompagnement et une plateforme tech qui aujourd'hui permet à des retailers comme Boulanger, Decathlon et d'autres d'opérer toutes leurs activités. Moi, j'aime bien les consultants qui ont eu un vrai métier avant de faire des PowerPoint. D'ailleurs, chez Diamart, c'est ce qu'on fait. J'embauche que des gens qui viennent du retail. Mickaël, puisque tu as un micro. Donc en 30 secondes, Mickaël, j'ai une formation d'ingénieur en numérique et en électronique à la base. J'ai passé 15 ans dans l'accompagnement d'entreprises dans leur transformation digitale et j'ai fini 3 années ici chez Salesforce d'ailleurs, avant de basculer dans le monde de la transformation écologique, transformation durable, pour rejoindre du coup Boulanger sur un nouveau poste que j'ai créé, qui est donc une direction chez Boulanger qui s'appelle la direction Planète, qui construit et pilote le plan de transformation écologique de l'entreprise, avec vraiment la volonté de faire transformer l'entreprise sur l'ensemble de son périmètre d'activité. Donc à la fois tout ce qu'elle utilise en propre sur d'énergie, sur ses bâtiments, sur son transport, également toute la construction de l'offre pour proposer des produits plus responsables, durables, réparables, fabriqués plus localement, et également toute l'accélération sur les modèles circulaires, avec la réparation, le rachat, la seconde vie jusqu'au... Sachant que tu es dans le secteur, en tout cas dans le retail, qui avec l'automobile, est le secteur où il y a où la consommation et le circulaire pour le moment. Historiquement déjà depuis longtemps, la réparation est un sujet historique. Donc tu nous diras en quelques mots tout à l'heure les principales actions de Boulanger. Et toi, Stéphane? Donc bonjour, moi Stéphane Roche, je suis le DG de Démarquez-vous, anciennement Deviane. Donc on est une enseigne, on est une ETI, on est un multimarque, on achète et on revend une centaine de marques. Ma première marque, il y a Levi's, etc. Textile. Textile, hommes-femmes. On vend dans 40 magasins en France, en périphérie, et sur un site internet qui est une marketplace depuis le début de l'année. On cible les plus de 40 ans, CSP+, provinciaux, qui achètent des marques de mode. Et donc tu as repris l'entreprise, toi tu as eu un parcours... j'allais dire classique de retailer, Decathlon, etc. Et tu as repris l'entreprise il y a quoi? Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, ouais, j'ai investi dans l'entreprise après avoir quitté la DG de Vivarté. Qui était une vieille dame un petit peu... voilà, 140 ans. Hein, 140. Voilà. Avec un modèle multimarque, milieu de gamme, de grande surface en ZAC. Autant vous dire que c'est une espèce d'ovni, Deviane, un truc un peu bizarre, etc. Et tu as pris ce machin bizarre et un peu vieillissant, était en train de le transformer de fond en comble pour prendre ses faiblesses et en faire des forces. Oui, en fait, nous, on n'a pas du tout voulu lancer une enseigne sur la circularité et sur la seconde main. C'était pas le sujet. On a voulu inventer un truc qui n'existait pas, en fait. Et quand on a réfléchi, on a pris l'exemple de l'automobile. On s'est dit, quand on achète une voiture, on peut la faire réparer là où on l'a achetée, on peut la faire équiper là où on l'a achetée, et on peut la revendre là où on l'a achetée. Et on s'est dit, pourquoi pas faire ça dans le textile? On avait un truc que personne n'avait, c'était un atelier avec des couturières dans tous nos magasins. Et on s'est dit, créons le premier retailer de mode au monde qui va faire l'après-vente et le rachat du dressing de ses clients. Donc concrètement, aujourd'hui, on dit à nos clients, vous occupez plus de votre dressing, venez chez nous, vous pouvez soit le réparer, soit l'upcycler, soit le revendre au prix de Vinted. Légèrement en dessous du prix de Vinted pour couvrir nos frais. On a lancé un Argus digital
qui chaque semaine scrolle Vinted, Facebook Marketplace et Le Bon Coin. Et quand le client vient, on lui achète en bon d'achat au prix des sites de seconde main. Et pour les plus de 40 ans, c'était une attente de ne pas faire les photos, pas faire les colis, pas négocier et pas être soumis à des contrefaçons parce qu'on vend des marques. Et ça marche étonnamment bien en fait. Et donc, ce qui te permet de faire ça, enfin, on va en parler tout du long de la table ronde, mais ce qui te permet de faire ça de manière rentable, parce que ça coûte la peau des fesses de recycler, upcycler, racheter, etc., etc. Enfin, en textile, c'est compliqué à faire de manière rentable parce que le prix des pièces fait que c'est pas évident. Donc toi, tu as un prix facial qui est pas très très bas, tu as un prix facial qui est intermédiaire, on va dire, et surtout, tu avais ces ateliers. Je me souviens quand on en avait parlé il y a 2-3 ans, on regardait les PNL de tes magasins. Et on disait, oh là, les couturières dans tous les magasins, ça coûte quand même très très cher pour faire les ourlets. Est-ce que c'est vraiment un investissement très rentable? Et donc, qui était plutôt un point de faiblesse et de coût improductif de l'entreprise. Et tu l'as retourné pour en faire en fait, tu es à peu près le seul sur le marché à pouvoir faire ce que tu fais parce que tu as les couturières. Oui, en fait, le but, c'est de créer du trafic. Donc, depuis qu'on a lancé ça il y a 9 mois, on appelle ça le Red Lab, c'est un service. Ça pèse 5% de mon trafic. Les 2 tiers, c'est des gens nouveaux, parce qu'il faut acheter la carte de fidélité pour profiter de ce service. Donc 5% de mon trafic, 2 tiers nouveaux. C'est jusqu'à 10% de mes tickets qui ont un article de seconde main. Donc c'est assez étonnant. Donc je rachète et je revends dans le magasin. Donc on est du C2B2C. Hein. On estime qu'on a une expérience, en tout cas pour les plus de 40 ans, supérieure à celle de Vinted, parce qu'encore une fois, pas de colis, pas de machin, c'est vérifié. J'arrive à revendre 2 tiers de ce que j'achète. C'est mieux que le neuf. Hein. Moi, j'arrive pas au solde en ayant vendu 2 tiers du neuf. Dans le multimarque, on n'y arrive pas. Je distribue des bons d'achat que les gens doublent. En gros, quand je leur distribue un bon d'achat, ils doublent la dépense en achetant du neuf avec ça. Ou en rachetant de la seconde main. Alors, tu n'es qu'au début de l'histoire. Mais on espère que on souhaite de monter les marches parce que le modèle est audacieux. Et alors, on n'a pas si souvent, enfin, on connaît tous la liste des entreprises textiles qui sont dans la misère. Elisabeth Cunin me disait tout à l'heure là que ça y est, il y en a encore une qui est tombée ce matin. On a appris que Caporal était en redressement judiciaire. Bon, donc ça en finit plus. Et des belles vieilles marques de textiles qui sont dans la douleur, il y en a plein. C'est dur de les redresser. Et là, ce que tu es en train de faire, essayer de retourner Deviane, moi, je trouve que c'est un projet magnifique. Michael, donc Boulanger, c'est assez différent. Toi, tu es sur un marché dans lequel, historiquement, le circulaire avait déjà une place significative. Donc, c'est quoi les grands sujets, les grands chantiers en matière de circulaire chez Boulanger et en essayant peut-être de nous catégoriser tout ça entre la réparation, le recyclage, l'upcycling, le reconditionnement, tout ça, parce parfois on a tendance à mélanger un peu tout. Est-ce que tu peux nous faire un peu de pédagogie? Avec plaisir. Déjà, tu as raison de le rappeler, effectivement, Boulanger, donc c'est une entreprise qui a 70 ans, qui a été créée par les frères Boulanger, Bernard et Gustave. On n'a jamais fait de boulangerie chez Boulanger. Ça a été racheté par la famille Mullier dans les années 90. Ces 2 frères, il faut savoir qu'il y en a un qui était commerçant et l'autre qui était ingénieur réparateur. Et l'ADN de Boulanger, à la base, c'était... d'ailleurs, je me déplace en vélo pour aller réparer les postes radio à l'époque, et si le poste ne marche plus, je vais en vendre un neuf. Et petit à petit, avec le monde du retail arrivant, Boulanger s'est transformé en retailer et est devenu un vrai retailer de j'achète des produits, je les mets en rayon, je les vends et j'assure le service après-vente. Mais c'est en fait cet ADN de réparation, on l'a dans les veines depuis de nombreuses années. On a un réseau de 500 réparateurs en France aujourd'hui qui réparent soit en magasin, soit à domicile, qui opérait jusqu'à hier encore beaucoup de réparations sous garantie, qui est une obligation légale, comme vous le savez. Et ce qu'on essaye, nous, de rendre comme noblesse, c'est la réparation aussi des produits qui ne sont plus sous garantie. Parce qu'un produit, même s'il est plus sous garantie, qui tombe en panne, dans 95% des cas, on est capable de le réparer pour allonger sa durée de vie. Et donc, c'est la première chose qu'on essaye à faire sur les enjeux économie circulaire. Déjà, c'est comment est-ce qu'on accompagne tous nos clients, mais plus globalement les Français, à ce que tous les produits qu'ils ont chez eux, ils puissent les faire durer le plus longtemps possible, à savoir de 1, déjà le bon entretien du produit,
Un produit sur deux qui revient en centre SAV est dû à un défaut d'entretien ou défaut d'usage du client, avec certains produits, je pense au broyeur à café, où c'est 90% des produits arrivent parce qu'en fait, le bon entretien n'a pas été fait, de faire le cycle de l'eau, de lavage, de rinçage, etc. Pareil pour un sèche-linge. Donc, un lave-linge, pardon. Il y a des bons gestes à avoir en termes d'entretien. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on accompagne les consommateurs à réparer leurs produits avec des prix de réparation abordables pour que la réparation soit à un prix abordable plutôt que passer à un produit neuf. Là-dessus, nous, on s'est fait aussi labelliser par le Fonds de la réparation, qui est un fonds qui est apparu dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire depuis fin d'année, qui permet aux Français d'avoir une part de financement de la réparation lorsqu'il fait sa réparation d'un produit sous garantie, allant quasi jusqu'à 20% de la prise en charge de la réparation d'un produit, donc c'est pas négligeable. Et on espère avec ça, comme ce qui avait été fait sur le fonds de la réparation, notamment sur le vélo, que ça va faire accélérer les réparations des produits hors garantie. Donc la réparation. Ensuite, une fois que le client ne veut plus de son produit, c'est comment est-ce qu'on va faire pour racheter le produit du client. Ça, c'est un service qu'on a lancé le milieu d'année dernière, qui permet à tout Français, d'ailleurs, pas forcément un produit qu'il a acheté chez Boulanger, de venir chez Boulanger et qu'on lui cote et qu'on lui rachète son produit. Donc, pour l'instant, le service est opérationnel sur les familles de produits simples à gérer, on va dire, que sont tout le multimédia, d'ailleurs, dont une bonne partie est repris par Recommerce. Et ce produit va être ensuite, du coup, il va être acheté avec un bon d'achat de nos clients, et ce produit va suivre un circuit de reconditionnement en seconde vie. Et donc, ce produit va être reconditionné et ensuite revendu en produit de seconde vie, soit en magasin, soit sur Internet, soit chez Boulanger ou sur des places de marché. Et ensuite, après réparation, on accompagne les Français à conserver le maximum leurs produits. Une fois qu'ils n'en veulent plus, on les rachète. Et ensuite, il y a des produits vraiment en fin de vie où là, ils n'ont plus de valeur commerciale on ne peut pas les racheter avec une valeur commerciale, où ils sont trop abîmés. Et là, on essaie de lui donner la meilleure la troisième vie possible, qui peut être du démontage pour toute ou partie, pour récupérer des pièces détachées d'occasion du produit, jusqu'à après le recyclage pour revaloriser la matière, pour refabriquer de nouveaux produits. Alors, tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu arrives à convaincre tes camarades commerciaux que c'est bien de prolonger la durée de vie des produits anciens plutôt que de les remplacer par un neuf, et comment tu arrives à pitcher cette idée en interne. On te posera la question après. Qu'est-ce que tu vois de manière un peu plus large sur le marché D'abord, est-ce que tu partages ce sentiment qu'il y a vraiment un momentum de la seconde main là, en ce moment? Je pense que c'est assez clair. Et est-ce que c'est des choses qui te paraissent vraies dans tous les secteurs? Est-ce que ça reste très localisé sur l'électrodomestique, les produits techniques? Enfin, quel regard tu as, quel panorama tu vois sur les tendances de marché? Alors, il y a effectivement un momentum sur les sujets de seconde main. Tout le monde n'a pas forcément trouvé la bonne manière de l'adresser. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits sur le marché les années passées, sur des modèles de revente entre particuliers, par exemple, qui n'ont pas forcément été un succès. Par contre, aujourd'hui, on voit une vraie dynamique sur tous les marchés. Alors, il y a quelques exceptions encore, mais quand il y a un marché de la seconde main qui existe, il n'y a aucune raison pour lesquelles un retailer ne pourrait pas aller capter de la valeur sur ce marché. Voilà. La question, c'est comment, en fait. Et donc, il y a effectivement des évidences. L'automobile, la tech, le multimédia sont des marchés sur lesquels il y a une vraie maturité aujourd'hui, très forte maturité. À l'heure où on se parle, il y a à peu près 1,2 million de smartphones qui sont rachetés tous les ans par des professionnels, donc les boutiques des opérateurs, des acteurs de la distribution. Ce marché-là, aujourd'hui, représente 20 à 25% du marché global sur le marché de la vente de smartphones. Mais tu le disais, parce que c'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est que pour le moment, si tu sors de l'automobile et de l'électrodomestique, le marché de la seconde main, il est préempté plutôt par des pure players, par des marketplaces, des Vinted, des Le Bon Coin, etc., etc. Est-ce que le retail physique est capable de devenir un acteur majeur de ça et de gagner de l'argent avec la seconde main, alors que les modèles de retail physique, ça gagne de l'argent par la massification des flux. Et donc je traite des très grands volumes de flux, alors qu'en seconde main, je gère les produits à la pièce, un par un. Donc est-ce qu'on sait gagner de l'argent avec des modèles comme ça en physique? Alors,
Forcément, alors je ne suis pas très objectif, mais ma réponse est oui. Le retail physique, il a beaucoup d'atouts en fait dans ces modèles, évidemment. Et sur des secteurs plus matures, c'est ces atouts qui ont permis, dans l'automobile et dans la tech, toujours de faire émerger ces modèles. Et à mon sens, tout le retail, alors le retail, on parle de mode, on parle d'électroménager, on parle d'outdoor, de sport, enfin bref, sur tout un tas de catégories de produits, le retail physique, il a énormément d'atouts. Évidemment, il apporte de la confiance, il apporte beaucoup d'immédiateté aussi, et ça c'est extrêmement fort par rapport au pur digital. Donc nous on constate que sur tous les marchés où il y a du rachat par un retailer de produits, du rachat immédiat, sur des modèles qu'on appelle C2B, le retail physique c'est quand même le lieu où les transactions se font, voilà, dans la grande majorité des cas, parce qu'il y a confiance, là, il y a l'immédiateté, et les clients aujourd'hui, quand ils veulent revendre un produit de seconde main, par exemple chez toi Stéphane, ils ont ce bon d'achat ou cette valeur payée cash immédiatement. Voilà. Ça c'est un point fort aussi. Donc le retail physique, il a aussi cette capacité de massifier des flux, donc même en termes de coûts, pour atteindre la rentabilité. On construit des modèles assez hybrides, nous, donc quand on travaille avec un boulanger, Decathlon ou d'autres, on est sur des modèles de rachat omnicanaux. Donc évidemment, il y a des parcours qui se font en pur digital. Il y a ce qu'on appelle du web to store, il y a du pure store où le vendeur accompagne le client dans son acte de rachat. Donc il faut hybrider ces modèles pour avoir une proposition de rachat la plus simple et la plus percutante possible. Maintenant, le magasin, il a plein d'atouts. Il peut massifier des flux, on peut faire remonter ces flux vers des entrepôts pour les traiter, les réparer. Et tout ça, ça permet d'activer un certain nombre de leviers pour atteindre la rentabilité des programmes. Donc clairement, aujourd'hui, je peux répondre que oui, sur la tech, avec 10 ans d'expérience, alors on s'est vautré sur certains sujets, on a beaucoup appris, mais on arrive sur des modèles qui sont évidemment rentables, qui sont très volumiques, qui sont rentables, qui s'inscrivent totalement dans la vente de produits neufs, où en fait un acteur qui vend du produit neuf maintenant communique sur un prix de rachat du produit par exemple à terme, ou intègre le rachat dans la vente de produits neufs, en disant si je te vends un produit neuf, cher client, cher fournisseur, parce que le client devient le fournisseur, revends-moi ton ancien produit. Et quand tout ça est bien intégré, ça donne des programmes qui sont volumiques et qui peuvent effectivement produire une valeur forte pour l'enseigne. Stéphane, tu disais que toi, tu as un effet collatéral, on va dire, de ton Red Lab, de ton système qui est de générer du trafic et de recruter du client, etc. Donc ça, c'est comment je pourrais dire ça, c'est le payback marketing, en quelque sorte, commercial et marketing du projet. Mais est-ce que dans ton esprit, l'activité seconde main dans ton modèle a vocation à être rentable par elle-même ? Alors, l'objectif, c'était le trafic, c'est clair. On voulait attirer des clients et pas perdre de l'argent. Aujourd'hui, j'arrive à faire de la marge et je fais 35% de marge avec ça. Alors, on en fait plutôt 45% marge brute sur l'activité première. Donc, on arrive à gagner de l'argent. En tout cas, je pense qu'on ne va pas en perdre. Mais si demain, ça ne représente plus 5 ou 6, 7, 8% de ton chiffre d'affaires, mais par exemple 30, on se projette en fantasme, ça, c'est un problème parce que du coup, tu as 30% de ton business qui est un business qui est juste à l'équilibre et ça ne gagne pas d'argent, ou tu es content et ça doit devenir quelque chose d'aussi rentable que le business du neuf. Moi, je serais content. On nous a demandé, on a gagné le trophée européen de la mode circulaire et j'étais face à un aéropage dans le jury de gens très très pointus sur la RSE. Ils m'ont dit oui, mais est-ce que vous allez acheter moins de neuf grâce à ça ? Et en fait, j'en sais rien, mais je pense que oui. Je pense que là, si ça continue à monter comme ça, je vais acheter moins de Levi's, je vais acheter moins de Tommy, parce que un jean, on l'achète entre 15 et 20 euros, on arrive à le revendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, je fais 35% de marge sans avoir optimisé mon algo. Parce que si on s'est lancé là-dedans avec le risque de... Tout le monde veut se débarrasser de ses stocks et nous, on en rachète, donc il y avait un risque, c'est qu'on peut régler cet algo et on peut dire à un moment donné, j'ai trop de jeans Levi's, j'ai trop de polo Tommy, donc je vais réduire ce que je rachète là. Moi, je pense que ma marge de 35, elle est optimisable et je pense, il faudra faire les comptes à la fin parce qu'il va m'en rester des stocks, je vais les solder aussi. Mais je pense qu'il y a moyen d'être équilibré ou légèrement rentable tout en créant du trafic. Et avec des taux d'écoulement, tu le disais, qui sont au moins aussi bons que sur le neuf. En tout cas, ils sont bons, mais ils sont bons pourquoi ? Parce qu'on rachète, alors déjà, on le fait avec des marques. Moi, j'ai un panier de 100 euros, donc c'est des produits qui déjà supportent la réparation. Mais je rachète des marques,
je rachète ce qui se vend, parce que comme mon algo, il scrolle Vinted, je vois ce qui se vend pas, je ne fais pas des offres sur tout. Je le vérifie, et les gens ont peur de la contrefaçon. Et l'expérience d'achat, quelque part, je suis un concurrent physique de Vinted, parce que tu n'as pas les photos, tu n'as pas les colis, tu n'as pas l'indigo, tu n'as pas les contrefaçons. Et tu as le cash immédiatement. Donc c'est quand même bien pour le vendeur. Ce qu'on entend souvent dire, vous allez me dire est-ce que c'est vrai ou pas, c'est que finalement ce qui est compliqué dans la seconde main, c'est pas de trouver des clients pour acheter les produits, parce que les clients sont quand même plutôt contents si ça peut être nettement moins cher et de réconcilier. En non alimentaire, finalement, c'est la meilleure façon de réconcilier fin du monde et fin du mois, c'est la seconde main. Bon. Et que ce qui est compliqué, c'est de trouver les produits. Donc c'est la collecte, et notamment si tu es sur un modèle de collecte local. Est-ce que dans ton magasin, tu arrives à avoir assez de cam tout simplement pour avoir une offre qui soit un peu construite, avoir une collection ou un assortiment un peu construit dans lequel le client se retrouve? C'est ça la difficulté, c'est de trouver le produit? Non, la difficulté, je te dirai après, chez moi, elle est plutôt sur l'humain. C'est-à-dire, si on fait ça, et tout à l'heure c'était abordé, il faut vraiment que ça devienne une mission de la boîte. Il faut intéresser les équipes. Parce qu'en même temps que tu mets la pression sur les équipes, elles se la mettent toutes seules pour faire du chiffre, faire de la marge. Là, tu prends des mètres carrés, tu fais quand même moins de chiffre, tu fais quand même moins de marge. Et donc, il y a forcément des résistances. Mais on va en parler après. Je dirais, pour répondre à ta question, ça dépend des familles de produits. Trouver des smartphones à racheter et vendre du reconditionné, c'est pas un problème. Mais il y a d'autres familles de produits où c'est effectivement plus compliqué. Racheter des machines à laver, c'est plus compliqué. Alors, il y a plusieurs choses dedans. De un, c'est comment tu fais pour diagnostiquer à distance que la machine est en bon état, que tu vas pouvoir la revendre, quel prix tu vas pouvoir la revendre, etc. Et de deux, mécaniquement aussi, ce sont des produits moins soumis à du changement. Et généralement, quand j'achète une machine à laver, j'ai envie qu'elle dure pendant 7-8 ans et je la change plutôt quand elle ne marche plus. Alors qu'un smartphone, je vais plutôt le changer quand j'ai envie de changer de smartphone avec ce qu'on appelle un peu l'obsolescence marketing. Mais c'est là aussi où on a un petit sujet à se poser la question, c'est de se dire, est-ce que finalement c'est bien d'augmenter mes volumes de rachat? Parce que plus je vais pousser mes volumes de rachat, plus je vais quelque part accélérer aussi le changement de mes produits. Et moi, je voulais rebondir par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. C'est que moi, je pense fondamentalement que nous, enseigne du retail, on est des points clés sur l'accélération de l'économie circulaire, à l'instar des gros acteurs qui ont poussé fort sur le digital ces dernières années sur la vente de produits. Je pense, je vais vous parler d'Amazon. C'est des acteurs qui, sur l'économie circulaire, sont vraiment en train de se chercher sur comment est-ce qu'ils arrivent vraiment à l'adresser. Parce que ça, pour le coup, ce sont des enjeux, des échanges qui se passent en physique, bien plus que la vente de produits. Pour donner quelques chiffres, nous, la vente de produits, c'est 25% sur le digital, 75% en physique. Les rachats produits, on fait 3% sur le digital, 97% en physique. Parce que de un, en fait, ce sont des modèles qu'on a besoin de démocratiser. Et effectivement, on rachète plus à un client qui vient pour acheter un nouveau smartphone en magasin. C'est souvent c'est un marché de renouvellement. Et on sait qu'un client qui vient racheter un téléphone, souvent, il en a un ancien dans sa poche. Donc, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour lui racheter son produit? Et puis, tous les enjeux aussi de réparation, tout ça, c'est des choses qui se font en physique, en contact, en proximité, et pas à travers des échanges digitalisés sur Internet. Vous dites tous les deux que le physique et le magasin a des tas d'atouts. Pourquoi alors est-ce que le marché a été révélé dans tout son potentiel par des acteurs pure players? Qu'est-ce qui fait que le physique a été en retard en fait comme ça, et est-ce qu'on peut vraiment le rattraper ce retard? Alors, l'histoire l'a montré, pas le cas que sur les sujets de la seconde main, mais en fait les acteurs digitaux qui sont très agiles ont effectivement pris le marché. Quand on dit pris le marché, c'est relatif. Évidemment, des Vinted, des Back Market, des Le Bon Coin ont participé à démocratiser l'achat d'occasion. Donc ça, c'est un fait. Mais c'est aussi des champions de la notoriété. On aime beaucoup dire qu'en fait, il y a énormément de produits qui restent dans les tiroirs, dans les garages des clients. C'est une réalité, en fait. C'est pas qu'une image. C'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on n'a pas pris cette habitude de ramener un produit qu'on n'utilise plus auprès de l'enseigne qui nous l'a vendu. Bon, alors, il y a ces acteurs digitaux qui, effectivement, sont allés très vite sur le sujet.
ont permis de faire parler de l'occasion, ça reste encore tout petit en fait sur ce marché. Donc oui, à mon sens, les retailers ont tous les atouts pour aller adresser ces marchés-là. Et qu'est-ce qui les freine? C'est quoi les obstacles qu'ils doivent apprendre à surmonter pour préempter ce marché-là? Alors, il y a des sujets de priorisation. Moi, quand on lance des projets avec tout type de retailer, on ne voit pas de complexité majeure en fait. Souvent, on nous dit la reverse logistique, le traitement des produits, la réparation des produits. Mais en fait, Mickaël, tu l'as expliqué tout à l'heure, souvent, c'est des choses qui sont déjà maîtrisées depuis très longtemps en fait, par les enseignes. Faire de la reverse pour gérer des retours, faire du SAV produit. C'est des choses qui existent. La question, c'est comment on l'orchestre en fait tout ça et comment on l'adapte à ce métier du rachat. Effectivement, le métier du rachat, c'est nouveau. Avant, on achetait des lots au prix de fournisseurs à l'autre bout du monde. Maintenant, on achète un produit, un client qui est à côté de nous. Donc, c'est une nouveauté. Ça implique du change. On en parlera un petit peu plus tard. Mais il y a un enjeu de priorisation, de courage. Et de détermination en fait. Voilà. Et toutes les enseignes qui y vont aujourd'hui, franchement, et 2023 c'est un point de bascule, alors on y est depuis quelques années, mais là on le voit vraiment, vous vous baladez dans la rue, ce week-end je me baladais dans une rue commerçante, petit bateau, seconde main ID Kids, seconde main Decathlon communique massivement sur la seconde main. Donc c'est omniprésent, donc c'est hyper important quand on a construit la chaîne de valeur de le faire savoir. Donc il y a beaucoup d'enseignes, pour terminer, qui nous disent si l'acquisition c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on a construit la chaîne de valeur, on sait que ça se vend très bien ces produits, maintenant comment est-ce qu'on va les chercher? Et effectivement, même quand on s'appelle Decathlon ou quand on s'appelle Petit Bateau, pour 90% des clients de l'enseigne, c'est pas une évidence. Vous les interrogez, ils vont vous dire ah bon, je savais pas qu'ils me rachetaient les produits. Donc il y a cet enjeu de faire savoir. Et au travers de campagnes de communication assez massives, évidemment, il faut que les vendeurs soient des ambassadeurs aussi de ces offres-là, le proposent spontanément. C'est quelque chose qui prend du temps. En t'écoutant, on se dit de même qu'il y a 15 ans, c'était pas évident de savoir s'il y avait un site marchand en plus des magasins, qu'aujourd'hui, on se pose même plus la question. C'est évident que s'il y a des magasins, il doit y avoir un site marchand. Toi, tu penses que dans quelques années, évidemment qu'il y aura une offre seconde main et que ça sera devenu la norme pour la plupart des enseignes? Alors, oui, clairement. Je pense que pour survivre ou pour se développer, toutes les enseignes du retail devront se poser sur ce marché-là. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a encore des freins ou des timidités, mais quand vous voyez la taille de ces marchés, un produit qu'on vend neuf, dès la première utilisation, c'est un produit d'occasion. Sur toutes les catégories de produits, vous voyez ces produits d'occasion sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. Donc, les clients et les consommateurs attendent ça. Donc oui, c'est une évidence. Maintenant, la route pour y aller prend un petit peu de temps. Alors, parlons du chemin, justement. Tu commençais à évoquer, Stéphane, tu l'évoquais tout à l'heure, quand vous en parlez, vous dites tous, développer une offre de seconde main, pas un petit machin pour faire de la com, mais rentrer dans son business model, un volet seconde main de manière un peu sérieuse et qui a vocation à être rentable, ça suppose ça impacte tout, en fait. Ça impacte tous les métiers, tous les aspects de l'entreprise. Vu de l'extérieur, première réaction, parfois on a envie de se dire il raconte le truc comme si c'était très très compliqué. A priori, ça paraît quand même pas si compliqué que ça. Puis en fait, quand tu commences à défaire le fil et qu'on vous écoute et qu'on regarde un peu, on se rend compte qu'effectivement, ça... Donc c'est quoi en quoi est-ce que ça vient remettre en cause le métier, la façon de faire le métier? Quelles sont les nouvelles compétences qu'il faut apprendre finalement pour le faire de manière efficace et rentable? Moi, je pense que si les retailers briques veulent s'y mettre, il faut que ça soit... il ne faut pas que ça soit à côté et il ne faut pas que ça soit un truc en plus et une petite innovation. Moi, je dirais la première difficulté, c'est déjà de le mettre au cœur du modèle et qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Tous les retailers qui l'ont fait en C2C, en fait, la première logique, ça a été de se dire on va faire un site de C2C, on va faire du C2C, on va prendre une com comme un Vinted, etc. Mais ça ne marche pas, on a trop de frais chez un retailer. Et si c'est juste pour faire du C2C, les clients n'iront pas dans un petit Vinted de la marque X ou Y, ils vont aller sur le grand Vinted. Donc, première chose, c'est de se dire quelle valeur ajoutée, nous, retailers, on peut donner aux clients. Est-ce que c'est la vérification? Est-ce que c'est la rapidité? Est-ce que c'est le cash tout de suite? Est-ce que c'est l'ergonomie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que ça soit au centre. Ensuite, il faut que ce soit vraiment, je pense, dans la mission de la boîte ou primer les équipes parce que les occasions de tuer le truc en route, il y en a plein parce que c'est des mètres carrés, c'est moins rentable. Donc, il faut vraiment se dire, soit c'est dans la mission, soit ça le devient, soit on prime vraiment les équipes pour le faire. Et puis ensuite, je pense qu'il faut... Toi, par exemple, tu as mis des bonus, des incentives financiers
pour motiver tes équipes, ou en tout cas tu l'as rentré dans les critères de bonus? Alors, j'ai pas encore mis de bonus là-dessus, mais nous, c'était l'atelier, c'était au cœur de la boîte depuis 140 ans. Voilà, il y avait des couturières dans le modèle. On les a simplement transformées en upcycleuses et transformées en conseillères de l'achat-revente. Et donc, à chaque fois qu'on disait non, mais ce truc, c'est pas rentable, on va le tuer, on disait attendez, non, nous, c'est notre mission maintenant, c'est d'être la première marque de mode au monde qui va faire la prévente et le rachat. Donc voilà, c'est notre mission, c'est plus à discuter. Mais j'ai bien aimé l'idée, peut-être qu'il faut en plus se dire le pourcentage de tickets où il y a de la seconde main, peut-être pour aider encore plus. Ça peut arriver. Et chez toi, par exemple, les éléments de challenge, qu'est-ce qu'il faut changer dans le fonctionnement, les mentalités, les pratiques, les process, etc., pour que ça fonctionne? Je partage un peu ce qu'a dit Stéphane. Et nous, on l'a vu le jour où on a décidé de dire bon, on ne fait pas un corner dédié au sujet de seconde vie, mais on les inclut au cœur du rayon. Ça change complètement la donne. Et tu en parlais tout à l'heure, Renaud. D'ailleurs, c'est notre responsabilité en tant que distributeur de montrer la voie vers d'autres modes de consommation. Et quelque part, la machine à laver reconditionnée, elle n'a pas à être dans un corner tout cracra à l'entrée du magasin. Elle a sa place, sa noblesse au cœur du rayon machine à laver. Et elle doit se retrouver d'ailleurs en entrée de gamme. Et ça permet justement à un client qui vient, qui a un budget défini, qui a une machine à laver, au début il ne vient pas pour acheter un reconditionné, on en a plein qui reviennent, qui repartent en disant en fait, ça répond à mon besoin, 2, c'est dans mon budget, et 3, en plus, j'ai trouvé une machine à laver qui est dans mon budget un peu plus haut de gamme que ce que je cherchais. Et donc il repart avec un body plus durable que la machine à laver premier prix qu'il aurait pris. Et pareil pour tout ce qui est rachat, réparation, tout doit se passer dans l'univers, dans le cœur du rayon, et pas être à des endroits séparés du magasin. Donc c'est le parcours client omnicanal et maintenant multiservice, je dirais, qui se passe au même endroit. Et donc ça veut dire que concrètement, ton vendeur devient acheteur, cautionneur, intermédiaire, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ton catégorie manager construit une gamme dans laquelle il doit, et des plans merge dans lequel il faut qu'il intègre le reconditionné, etc. Et voilà, et c'est là le plus grand défi, c'est qu'effectivement, on est en train de dire que notre leader produit aujourd'hui, qui était un acheteur quelque part, qui se préoccupait simplement d'acheter, simplement, vous mettez des guillemets, d'acheter des produits, de les stocker et de les vendre, maintenant, ça va devenir effectivement un catégorie manager global qui doit penser toujours son achat de produits, mais comment aussi j'achète des produits reconditionnés, c'est quoi mon offre de rachat de produits, c'est quoi mon offre de location, et oui, être multicasquette. Et à l'instar aussi du vendeur en magasin, qui ne doit plus qu'être un vendeur produit, mais un vendeur de produits et de services associés. Et pour reboucler sur ce que vous avez échangé avec Stéphane juste avant, c'est qu'effectivement, nous aussi, on est en train de basculer notre modèle de rémunération pour que les vendeurs soient aussi incentivés à vendre avant tout d'ailleurs du service plutôt que le produit, surtout si on a la conviction au sein de la direction de l'entreprise que ce sont nos modèles de demain et que quelque part demain on doit vendre plus de services et moins de produits. Tu veux apporter un commentaire peut-être complémentaire sur le change, sur ce que tu observes un peu tout secteur d'activité? Oui, il faut effectivement se dire que c'est une transformation. Voilà, il y a eu une transformation digitale, la transformation circulaire, c'est une vraie transformation. Il y a des gestes métiers à prendre, il y a de l'outillage, de l'IT, donc ça a des conséquences à différents niveaux de l'entreprise. Et effectivement, comme tu disais Stéphane, mettre ça dans un coin, side project, tester un modèle, ça n'a jamais fonctionné. Voilà, donc, quand l'entreprise elle prend une décision forte d'y aller, ça implique effectivement de gérer tout ce change-là. Nous, ce qu'on constate, c'est que toutes les équipes, alors effectivement ça touche pas mal de métiers, hein, donc il y a l'offre qui mécaniquement, c'est un sujet très nouveau pour eux, il y a évidemment les DSI qui sont embarqués, il y a le réseau qui est embarqué aussi, et souvent en fait on voit qu'un acteur qui mature sur le sujet structure aussi des équipes dédiées à la seconde vie, hein, qui animent en fait ces programmes-là, ou qui agissent en transverse avec l'offre et autres. Mais il faut porter une vraie ambition. Voilà. Avec une personne dans une entreprise sur des sujets de seconde vie, on n'arrive à rien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment en fait il faut aussi créer une équipe dédiée sur ces sujets-là.
Par contre, ce qu'on voit et qui est intéressant au niveau du terrain, c'est qu'il y a une adhésion quand même assez forte. Voilà. Il ne faut pas l'oublier, c'est que les vendeurs en magasin, vendeurs-vendeuses, au quotidien, c'est des gens qui sont des vendeurs sur Vinted, Le Bon Coin et autres. Ils achètent, ils vendent, voilà, c'est comme tous les Français. Et en fait, ils adorent ça. Par contre, aujourd'hui, ce n'était pas forcément une priorité dans leur métier. Mais ce geste métier-là, il leur plaît et ils savent l'opérer, en fait. Être en face d'un client et lui dire « je te rachète ton produit », c'est pas quelque chose de nouveau en fait pour les équipes terrain. Maintenant, il y a un sujet de priorisation, il y a un sujet de comment j'évalue le produit, comment je le stocke, comment mon nouveau métier s'organise autour de ça. Voilà. Mais le terrain, il appuie fortement dans ce sens-là. Les cadres dans l'entreprise, il y a quand même un mouvement de fond là, en ce moment, où on sent que les cadres ils veulent avoir un impact beaucoup plus fort sur l'impact de leur entreprise. Donc on sent qu'ils y vont, ils sont en attente. Il y en a beaucoup qui se repositionnent sur des sujets circulaires, plutôt une très bonne chose. Et après, il y a effectivement les directions générales qui se posent des questions sur les modèles et qu'il faut réussir à convaincre, faire basculer en fait vers ces nouveaux modèles. Chez toi, Stéphane, donc tu as une entreprise dans lequel il y avait je pense, un attachement personnel qui était assez fort, du personnel qui était là depuis éventuellement un peu longtemps, enfin pas à 100% bien sûr, mais tu avais un turnover qui n'était pas extrêmement élevé, tu as une clientèle personnelle assez fidèle par rapport à d'autres secteurs du prêt-à-porter, mais avec aussi du coup des pratiques un peu ancrées, peut-être un petit peu d'inertie, j'imagine. Comment les gens s'approprient, et notamment sur le terrain, comment ça réagit quand tu leur dis on va tout changer les gars parce que maintenant on va faire autrement? C'est qu'au début, il y a de la résistance. Ce qui a rassuré, c'est que on avait cet Argus et ce système qui permet de donner un peu. En fait, c'est pas Marrakech en magasin, on n'est pas en train de négocier, ça aurait été impossible. La première crainte, c'était mais moi, je veux pas négocier avec le client. Il n'y a pas de négociation, c'est notre système qui dit je vous le reprends à temps. Et ensuite, c'est un système. Donc, ça, c'était de la première crainte. Deuxième crainte, c'est est-ce que ça va être simple à gérer? On a développé, comme on est une petite boîte, on a pu développer avec l'IT assez facilement un système, mais qui n'est pas simple. C'est qu'il faut que tu arrives, tu donnes un prix, tu l'achètes, tu émets un bon d'achat, tu es inscrit dans le registre de police parce que c'est de la seconde main, tu l'intègres dans tes stocks, tu le remets en rayon, et le tout en quelques secondes. Donc, voilà, en IT, c'est un peu, et en juridique, c'est un peu compliqué, mais dès que tu montres que ça marche, donc on n'est pas bloqué par de la négociation, c'est simple à gérer. Et dès qu'ils voient que les clients reviennent, et même des clients CSP+, moi, il y avait beaucoup de résistance en disant, nous, voilà, on a des CSP+, de province qui viennent acheter un panier à 100 €, des jeans à 140 €. En fait, ils sont super intéressés parce que les gens sont pas ennemis, les clients ne sont pas ennemis de leurs intérêts. Ce que je vous propose, on prend le dernier thème, puis après on va garder 7-8 minutes pour les questions devant la salle, parce qu'on n'a pas eu le temps jusque-là d'avoir une interaction avec la salle. Donc là, on va s'obliger à garder quelques minutes pour les questions-réponses. Ma dernière question, c'est jusqu'où ça peut aller? Parce que finalement, tu le disais, il y a beaucoup plus de produits d'occasion que de produits neufs à un moment T sur le marché, puisque dès qu'on a commencé à s'en servir, un produit il devient d'occasion. Bon. J'avais un client qui me disait que sur Vinted, en ce moment, dans le textile, il y a 3 millions de pièces de ces collections sur Vinted en ce moment, alors qu'il en a au total 6 millions dans ses magasins. Donc ça peut représenter des volumes qui finissent par devenir assez impressionnants. Jusqu'où ça peut aller? Et finalement, on se dit que si on raisonne à partir des limites planétaires et avec un point de vue un peu différent, non plus marchand, mais un point de vue un peu plus planète, on se dit qu'après tout, pourquoi ça ne représenterait pas 50, 60, 70% des volumes de produits vendus et consommés? Donc sky is the limit, c'est quoi le potentiel? Alors, la réponse n'est pas forcément la même sur tous les marchés, évidemment. Maintenant, on va reprendre l'exemple de marché mature, mais dans l'automobile, on est quasiment à 75-80% de part du marché qui est sur l'occasion. Sur la tech, on est sur des pourcentages qui sont plutôt de l'ordre de 25% maintenant sur le marché global. Il y a quelques années, c'était 12, 13, 14. Donc c'est des choses qui grandissent très vite. Les courbes ne se sont pas encore croisées, mais à un moment, elles se croiseront. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'il y a très peu de raisons pour que sur un grand nombre de verticales, le marché de l'occasion ne soit pas au moins aussi gros que celui du neuf pour les retailers. Voilà. Est-ce qu'il le dépassera? J'en sais rien. Ça dépendra aussi de l'ambition que les retailers mettent sur ces sujets. Mais
peu de freins pour que ce marché-là il grandisse très vite. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, il est encore porté par le C2C sur beaucoup de catégories de produits, mais on voit qu'il y a un mouvement de fond où les enseignes se disent bon, comment est-ce que je vais capter déjà une partie de ce marché-là. Donc est-ce qu'on arrivera à du 50% sur toutes les catégories de produits? Peut-être pas, mais on arrivera peut-être rapidement à du 10, 15, 20% sans aucun mal. Écoute, moi j'ai deux réponses. La première, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, je n'ai pas la réponse. On a lancé ça il y a 9 mois, je dépasse facilement 10% de mes tickets avec un article de seconde main. Moi je pense que ça peut monter facilement 20, 25, mais en fait j'en sais rien, donc on va voir. Et l'autre truc que je me dis, c'est que moi je pense qu'à un moment donné, il n'y aura plus assez de coton bio pour tout le monde, il n'y aura plus assez de cachemire. Je commence à parler avec certaines des grandes marques avec qui j'achète et j'en vends une centaine de marques. Et avec certaines marques, on commence à se dire, mais peut-être que d'ici un an, ton algo, là, tu pourrais le régler et tu pourrais spécifiquement aller racheter, comme je sais ce qu'il y a dans les armoires de mes clients, parce que 90% de mon chiffre, il est fait par le programme de feed. Tu pourrais te mettre à régler ton algo pour m'acheter du coton cachemire, pour m'acheter du coton bio, m'acheter de la laine cachemire de telle ou telle qualité, et tu me la revends. Donc on pourrait devenir, nous, retailers, un capteur aussi de ressources qu'on pourrait revendre à certaines marques. Et moi, je sens qu'il y a certaines marques qui commencent à être intéressées par ça pour elles le reprendre et pour se remettre à produire avec. Parce que je peux régler ce que je rachète avec mes clients. Et pour conclure là-dessus, de toute façon, je pense qu'on n'a pas à se poser la question, parce que mécaniquement, ça va se passer. Il y a un sujet, on commence à parler, et d'ailleurs notre président en a parlé l'été dernier, c'est la fin de l'abondance. C'est la raréfaction des matériaux, tu en parles sur le textile. Nous, sur nos produits, il y a 60-70% de métaux dans les produits. Les besoins métalliques dans les années à venir vont considérablement augmenter. Le lithium x40 d'ici 2040, le cuivre x8 ou 9, tous les dû à la transition énergétique, l'électrification des voitures qui demande 6 fois plus de métal qu'une voiture normale. Pareil pour les éoliennes, l'énergie solaire. Et on parle effectivement de tensions qui vont arriver sur les marchés d'ici 2025-2026. Et donc forcément, mécaniquement, il y aura moins de produits neufs qui se fabriqueront. Oui, le recyclage est une solution, mais il faut savoir que quand on met à peu près 1 kg de cuivre sur le marché dans des produits, on en récupère au mieux 25% à la fin quand on a bien réussi sa collecte et les bons process de recyclage. Donc mécaniquement, on aura moins de ressources dans les années à venir. Donc forcément, les ressources sont chez nos clients, dans les maisons, via les produits existants, qu'il va falloir prolonger le maximum, racheter, régénérer, reconditionner, tous les rocs que vous voulez. Mais c'est sûr que c'est l'avenir. Ouais. À vous. Deux questions. Assez brillants, messieurs. Merci. Franck, pour Jouer Club, j'avais une question plus particulièrement pour Stéphane. Nous sommes dans des activités qui présentent une saisonnalité. Et comment est-ce que vous avez intégré cette dimension de saisonnalité dans le rachat des articles que vous ramènent vos clients? Ouais, c'est une très bonne question. Et aujourd'hui, on ne l'a pas intégré. Et c'est clair que les clients ont tendance à nous vendre de l'hiver, de se débarrasser de leur hiver en été pour se racheter de l'été, etc. Pour l'instant, on n'a pas mis de frein à ça. Donc, bon, d'abord, tu as comme des articles trans-saison et permanents. Demain, il faudra qu'on réfléchisse à ça. Pour l'instant, on n'a pas mis cette limite parce qu'on lançait le truc et on voulait aspirer tout. Mais peut-être qu'un jour, il faudra qu'on filtre un peu plus. Mais comme j'ai cet algo qui est à ma main et que je peux le régler, à un moment donné, je pourrais dire je rachète moins de grosses pièces au mois de mai, quoi. Tu l'as développé chez toi, ton algo, ou c'est un produit de marché parce que tu nous en parles comme ta baguette de Harry Potter, là. C'est à la fois un développement interne, et pour l'Argus, on s'est fait aider par Moom, qui était une start-up qui nous a fourni l'Argus. Mais le reste, c'est un développement maison. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ouais, petite question. Alors Stéphane de Smart Commerce, on a peu parlé des fournisseurs et de leurs relations fournisseurs, parce que vous êtes quand même en train de leur dire que vous allez leur acheter moins de cam. Comment vous envisagez cette relation avec les fournisseurs pour essayer d'équilibrer la relation commerciale qui est basée sur des volumes, sur des remises arrière, etc. C'est quoi l'histoire que vous leur racontez pour faire adhérer à ce type de projet?
Aujourd'hui, on se regarde un peu en chien de faïence. C'est-à-dire que clairement, le jour où je vais baisser mes volumes Lévis, ma RFA va être en jeu. Donc j'espère que quand ce jour-là va arriver, à mon avis, il va arriver assez vite, on va trouver un deal avec eux pour dire, bon, mais si je te source des jeans ou si je fais des opérations avec toi, voilà. Mais aujourd'hui, on n'aborde pas ça encore. Ça va venir. Ouais, pareil, on est plutôt dans une position de faire des partenariats commerciaux avec eux. Par exemple, quand Samsung dit je veux péter mon prix sur smartphone, on dit faisons plutôt une opération avec du rachat, avec de l'abondement. On fait la remise seulement si le client vient nous ramener un ancien smartphone. Et d'ailleurs, il adore parce que ça fait bien plus briller sa marque que de faire un prix barré. Maintenant, on va à un moment arriver sur les vrais sujets de comment je fais quand je t'achète moins de produits. Après, il y en a avec lesquels on travaille qui ont envie de monter aussi dans cette chaîne-là parce qu'ils voient le vent tourner et qui sont en train notamment de monter des unités de reconditionnement. Je pense à la marque SEB, par exemple, qui est en train de monter une unité de reconditionnement. Donc, on rachète pour leur compte, ils reconditionnent et on leur rachète les produits de seconde vie. Donc là, on est sur un deal complètement gagnant-gagnant. Tous n'ont pas encore compris cette mécanique, mais tôt ou tard, ils vont y arriver. Question, Georges? Oui, Georges Diamart. Pour rester sur les fournisseurs, est-ce que l'évolution de la seconde main aura pas ou peut pas avoir un impact sur la qualité, la durabilité de la première main qui pourrait être conçue? Je crois que Stéphane, vous le mentionniez un peu pour le textile. C'est plus facile de reprendre du textile quand on sait qu'il est de bonne qualité. Oui, moi je pense qu'il y aura un impact. C'est que clairement, ça a été plus facile pour nous, démarquez-vous, de lancer ça, parce qu'on vend des marques, encore on a un panier de 100 €, on vend des marques un peu plus chères, et il y a un peu plus de valeur à traiter. Mais c'est vrai que la prochaine étape pour moi, c'est de modifier mon offre, en fait, et de choisir dans l'offre déjà des produits, des articles qui vont mieux être dans ce nouveau positionnement circularité, mais peut-être aussi, et là c'est le sens de votre question, peut-être des articles qui vont mieux se racheter, mieux se traiter. Par exemple, on sait que les articles trop mélangés, c'est dur à récupérer, à traiter. Peut-être que demain, je ferai cette sélection pour mieux être capable de les réparer et de les racheter et revendre. Ouais. Ouais, pareil. Sur le rachat, important aussi. Et un modèle dont on n'a pas parlé, c'est la location. Nous, on fait de la location depuis une dizaine d'années. Et on ne loue que les produits hautement réparables, durables. Parce que le modèle, notamment de la location, pour qu'il flotte, il faut avoir ce qu'on appelle une bonne valeur résiduelle du produit quand il revient à la fin de la location pour que je puisse le réparer et soit le revendre en produit de seconde vie, soit le relouer. Et donc, pour faire ça, je suis mécaniquement obligé de louer des produits où je sais que quand je vais les récupérer 3 ans plus tard, il soit dans l'état le meilleur possible pour et écologiquement et économiquement que mon modèle soit viable. Juste en commentaire, on réinvente rien, hein. C'est des choses qui existent déjà dans l'automobile aussi. Chez les constructeurs automobiles, vous allez avoir des armées de polytechniciens qui calculent les valeurs résiduelles des produits, et c'est une activité qui a amené aussi les constructeurs à se poser les bonnes questions, à produire des produits plus réparables, à penser à toute la supply des pièces détachées, etc. Donc s'intéresser à la seconde vie des produits, mécaniquement, c'est s'intéresser à la première vie des produits et à la qualité des produits qu'on met sur le marché. Et ça, c'est hyper vertueux, effectivement. Et donc les modèles de location, de leasing et de seconde main, quand une enseigne ou une marque, elle s'engage, elle travaille dessus, eh ben, elle se doit aussi de proposer des produits plus durables. Voilà, parce qu'un produit, effectivement, jetable n'a aucune valeur en fait sur ces marchés, il n'a pas sa place sur ces marchés. Merci. Bravo.